dessus. Ah, là, j'ai le micro qui est bonjour à tous et bienvenue. Désolée, petit problème technique. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau temps d'un échange spécial Salon du chocolat. Je suis ravie d'être là avec vous. Oui, alors, bonjour Franck, oui, je n'avais pas activé mon micro. Donc, ce spécial live, en fait, on a été avec Brian au Salon du Chocolat. On a partagé plein de choses, plein de souvenirs, on voulait le partager avec vous. Le Salon du Chocolat, c'est jusqu'au 3 novembre, donc si vous avez l'occasion d'y aller, c'est super, parce que je pense que quand on démarre dans le milieu, dans le métier, c'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois. C'est très intéressant. Euh, donc, bonjour à tous. N'oubliez pas, le temps d'un échange, c'est si vous avez des questions, on est là pour partager. Et moi, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vécu au Salon du Chocolat, ce qu'on a vécu avec Brian. Donc, quand on a commencé, on est arrivé au rez-de-chaussée. Et au rez-de-chaussée, on a tous les commerçants dans le travail du Bean to Bar. Alors, qu'est-ce que c'est le bean to bar? Le concept du bean to bar, ça signifie littéralement en fait de la fève à la tablette et ça désigne en fait un processus de fabrication du chocolat où à chaque étape, en fait, de la récolte des fèves de cacao jusqu'à la production de la tablette, c'est réalisé par le même artisan chocolatier. Donc en fait, ça c'est un mouvement qui a émergé aux États-Unis à peu près dans les années 2000 et en réponse à l'industrialisation. Parce qu'à l'instar, de Léonidas ou Jeff de Bruges, on va de plus en plus il y a une demande sur, le côté équitable, éthique, de la traçabilité du chocolat. Et il y a une demande croissante pour ces produits, en fait, plus authentiques et plus éthiques et c'est comme ça que le bean to bar est né. Donc de la maîtrise de la chaîne de production avec en fait, le chocolatier de Bean to Bar s'occupe eux-mêmes de toutes les étapes. Hop, je regarde juste. Tac. En fait, voilà, comme ça me permet de voir les images que vous voyez en même temps. Donc en fait, voilà, ce rez-de-chaussée, c'était vraiment sur le Bean to Bar. On voyait vraiment plein de pays représentés. Donc ces chocolatiers, en fait, voilà, qui récoltent eux-mêmes leurs fèves de cacao, qui vont voir les producteurs, ils sélectionnent leurs fèves et c'est eux qui s'occupent de la torréfaction, du broyage et du moulage. Cela permet de contrôler en fait la qualité et d'optimiser les saveurs obtenues dans le cacao. Ça permet aussi d'avoir vraiment chaque tablette limite et unique et on a un côté atypique et on n'est pas sur
ce qu'on appelle des blends. Les blends, ce sont des mélanges en fait de plusieurs chocolats pour avoir une régularité. Là, on va avoir vraiment un caractère et quelque chose de différent à chaque tablette. Et en fonction du producteur, en fonction du cacaoyer, en fonction de la région, plein de choses qui vont avoir ces petites subtilités. Que ce soit des chocolats, on a goûté des chocolats ronds, plus acidulés, de 70 à 91% de cacao, c'était très intéressant. Ça met aussi en valeur le commerce équitable. Ça, c'est un modèle qui privilégie l'achat direct de fèves auprès des producteurs et qui garantissent une rémunération juste et transparente. Heu, Cela contribue également, hem, à améliorer les conditions de vie, des cultivateurs et à promouvoir ces pratiques durables. Parce qu'il faut savoir que quand on est directement là-bas sur, les récoltes, de fèves de cacao, les arbres, les cacaoyers, parmi les autres arbres, c'est vraiment la richesse, du producteur de cacao. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ces arbres, ça va être un petit peu son porte-monnaie. Si, enfin, ça fonctionne vraiment comme ça, le sourcing. Si, par exemple, vous avez un producteur qui a ses enfants qui vont faire des études, et ben, il va vendre telle parcelle ou telle parcelle. C'est vraiment un fonctionnement, mais complètement différent et c'est là qu'on se rend compte que c'est une autre dimension. Ensuite, le chocolatier Bean to Bar, lui, il s'engage souvent dans des pratiques respectueuses de l'environnement, telles que l'agroforesterie, qui aide à préserver les écosystèmes tout en produisant du cacao. Alors, je fais une petite parenthèse, l'agroforesterie, c'est en fait quand, vous avez, on a des cultures, par exemple quand c'est toujours le même arbre, je vais vraiment faire au plus simple. Quand on a toujours le même arbre, c'est pas très bien pour l'écosystème. La nature, elle est bien faite. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un cacaoyer, s'il y a un baobab qui est plus haut, il va lui faire de l'ombre et ça va générer en fait un écosystème. Donc, en gros, que ce soit pour toutes les cultures, c'est le fait d'avoir plusieurs arbres qui, entre eux, se complètent. De par le fait qu'il y en ait un qui cache la lumière, qui protège de l'humidité, donc du coup de certains insectes, de certains nuisibles. Donc l'agroforesterie, c'est, l'avenir si on veut continuer à préserver notre planète. Donc en gros, vous comprenez en fait toute la démarche de, ce système de bean to bar. Hem, N'hésitez pas pareil, si vous avez des questions, je regarde également. Voilà, je regarde tout. S'il y a des questions, parce que vous voyez, je crois qu'on a d'autres vidéos, il me semble, sur le bean to bar où on avait, est-ce qu'on voit, autre chose? Heu, OK, où on voyait vraiment en fait, c'était, on met en valeur, la fève. Donc après, donc comme je vous ai dit, le processus de fabrication, donc on a le sourcing des fèves. Voilà, on peut voir là, en fait, vraiment, vous voyez les tablettes qui sont en fonction des origines. On voit même, si on peut voir sur les tablettes, le pays d'origine, la provenance, la ville et ça, c'est très important. En fonction de ça, ça change, que ça soit sur les fèves et le goût, la typicité. C'est pas juste, en fait, le pourcentage de cacao qui va changer. Donc là, on avait vraiment ça, au rez-de-chaussée. Donc je reviens sur mon processus de fabrication de ce fameux, chocolat bean to bar. Donc on a le sourcing des fèves, donc c'est les chocolatiers qui choisissent soigneusement leurs fèves en visitant les plantations. La torréfaction, en fait, ce sont les fèves qui sont torréfiées pour développer les arômes. Concassage et broyage. Après torréfaction, les fèves sont concassées pour retirer leur peau et broyer en une pâte. Le conchage, le fameux conchage, qui va en fait donner toute la subtilité au chocolat et qui va donner cette texture lisse en bouche. Et ensuite, on va avoir le tempérage et le moulage. Le chocolat, en fait, il est tempéré pour, stabiliser sa structure avant d'être coulé dans les moules. Donc les valeurs associées de tout ça, en fait, le mouvement donc Bean to Bar est également lié à une quête, gu de qualité gustative exceptionnelle. Les consommateurs aujourd'hui, rachètent non seulement un chocolat savoureux, mais aussi une transparence, sur son origine et sa fabrication. Ce retour aux sources, en fait, il valorise le savoir-faire traditionnel tout en répondant aux attentes modernes en matière d'éthique et de durabilité. Et là, quand on voit qu'il y a tout un étage vraiment sur le salon du chocolat qui est sur 2 étages, vraiment axé là-dessus,
on voit l'importance, de cette éthique et de cette recherche d'aller dans l'éthique, du commerce équitable. Si on doit résumer, le bean to bar, en fait, représente une approche artisanale du chocolat qui met l'accent, en fait, sur la qualité, l'éthique et le respect des producteurs, tout en offrant aux consommateurs un produit authentique et savoureux. Et je rajouterais, oui, et savoureux et atypique et vraiment personnalisé. Ensuite, lors de ce salon du chocolat, donc nous avons fait le rez-de-chaussée avec le bean to bar. Nous sommes ensuite, montés, et on a pu voir qu'il y avait des concours sur la pâtisserie. Donc on a vu de très belles, pièces en chocolat et là, c'était en fait le concours du meilleur apprenti de France, chocolaterie, confiserie. Donc il y avait une pièce en chocolat réalisée avec des bonbons, avec tout un jury de dégustation. On peut voir, on peut voir les pièces qui vont défiler, sous nos yeux. Et là, donc là, c'était incroyable, de voir ça, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans les salons, c'est quand, vous avez accès au concours, c'est génial de pouvoir voir le savoir-faire. Alors ça risque de vous donner envie pour certaines personnes, c'est-à-dire que c'est comme ça que le la petite fibre pour les concours, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est en allant voir, en allant sur des salons et où j'ai en fait, assisté à des concours en tant que spectatrice, c'est ce qui m'a donné la passion. Aussi, quand j'étais en stage, il y avait beaucoup de personnes qui s'entraînaient pour des concours et ça vous donne aussi la petite, fibre du dépassement de soi, hein, parce que là, on voit tout un savoir-faire, tout est réalisé là, les sculptures que vous pouvez voir sont réalisées entièrement en chocolat. Donc ça c'est vous voyez le travail, qui est, de précision sur ces pièces. Donc là, c'était un peu, dans un style cathédrale. Donc ça, pareil, hein, dès que même quand vous êtes en examen, après l'examen, si vraiment ça vous motive de faire des concours, c'est une très belle expérience. C'est vraiment, voilà, un dépassement de soi. Ça nous permet d'aller, où, dans notre vie professionnelle, on n'irait pas forcément. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, on voit une tour Eiffel. Ensuite, on va voir, on est beaucoup sur l'architecture. Donc on peut voir. Et je ne sais pas si vous avez, vu ou eu l'occasion déjà de voir sur les réseaux sociaux qui a gagné le concours des meilleurs apprentis de France. Vous n'hésitez pas également à dire sur toutes les pièces que vous venez de voir, laquelle est votre préférée. Moi, ça m'intéresse. Heu, donc vraiment, on a eu, on a pu assister à la remise des prix. Donc là, on voit aussi la photo d'une très belle pièce et la lauréate, du coup du meilleur apprenti de France, c'était Marjorie Miette qui a remporté, les meilleurs apprentis de France et on va pouvoir voir tout de suite après la pièce qu'elle a réalisée. Donc c'était cette pièce-là qui tournait sur elle-même avec un travail de chocolaterie. On voit, autant du brillant que du mat et en fait cette pièce en chocolat, ça servait de présentoir pour des bonbons chocs. Des bonbons au chocolat, pardon. C'est vrai, moi j'ai l'habitude, bonbons choc. Donc là, vous pouvez admirer cette pièce qui tourne sur elle-même. Et derrière, on va pouvoir, voir en fait, un autre lauréat. Alors là, c'était un autre concours. C'était le concours du meilleur pain au chocolat. Donc c'est, Fabrice Potier qui a obtenu, ce titre, hier au salon du chocolat lors d'une compétition qui était au rez-de-chaussée et on peut voir en fait, les candidats là qui finissent de s'entraîner. On voit tous les pains au chocolat qui étaient présentés, qui sont coupés et qui ont été, dégustés par le jury. Donc on peut voir, on a vraiment, on avait plusieurs, styles de viennoiserie, hein. Il y avait quand même de beaux produits, on a vu, c'était très intéressant. Donc voilà et ensuite, pour ce qui est des exposants, alors il y avait un peu de tout, c'est-à-dire qu'on a un peu plus, des chocolats, de grande distribution
distribution et on a vu, là, on peut voir la vitrine, des Esquimaux d'Alain Chartier. On a vu, enfin, on s'est vraiment, nous, centralisés et on s'est plus porté sur, selon nous, des choses qui étaient importantes, donc de grands noms de la pâtisserie. Parce qu'il faut savoir que là, c'était le salon du chocolat, mais également, cette année, le salon de la pâtisserie. Donc là, on peut voir la vitrine d'Alain Chartier. Alors je sais pas, moi je l'ai vu en accéléré, après, voilà, là on voit les cakes, de Stéphane Glacier. Il y avait une très belle vitrine également de Stéphane Glacier. Donc, c'est vrai que le salon du chocolat, à part, quand il y a des années avec de gros concours, c'est quand même, comme, un énorme marché avec beaucoup d'artisans, donc il faut faire le tri quand même, hein. Donc vous avez et des meilleurs ouvriers de France et de grands pâtissiers. Vous avez également, voilà, des chocolats de moins bonne qualité, mais bon, c'est le but, c'est quand même quelque chose, c'est pas un salon professionnel. Il y a une partie un peu professionnelle et on le verra à la fin, mais sinon, c'est vraiment pour que tout le monde puisse, en fait, c'est au même endroit, tous les producteurs et tous les vendeurs de chocolat, que ce soit bonbons au chocolat, chocolat à la casse. On a vu des produits avec du chocolat. Vous pouvez même trouver du foie gras. Du foie gras avec, en fait, un petit, chutney, d'oignons au cacao. Enfin, on voit plein de choses autour du chocolat. Ça va vraiment dans toutes les étapes du chocolat et également de la pâtisserie. Donc on a vu Alain Chartier, Laurent Duchesne, je sais pas si on a vu également une démo, de, je me souviens plus son nom, Césure, je sais plus. C'est un chef pâtissier qui nous a fait un pochage en direct, Vincent Lassure ou Lazur, je ne sais plus. Enfin, comme vous pouvez voir sur la vidéo, il est en train de pocher en direct, donc il y avait vraiment plein de techniques intéressantes. C'est pour ça que, enfin, moi, quand j'ai commencé la pâtisserie, la première année, j'ai été au salon du chocolat. Alors, les salons du chocolat, l'avantage, c'est qu'il y en a un peu partout dans toutes les villes, hein. Il y en a à Vannes, il y en a en Corse, il y en a à Lyon, il y en a, vous en avez à peu près sur toutes les villes. Donc là, on peut voir en fait ce pâtissier qui est un peu en vogue sur Paris, qui fait du pochage en direct, donc c'est super intéressant de voir ce genre de choses. Ensuite, on avait un chocolatier qui nous a carrément fait du tablage en direct, super intéressant. Il nous expliquait qu'est-ce qui se passait en fait en direct sur le chocolat, la cristallisation, les cristaux et toute la cristallisation du chocolat. On peut voir à droite qu'il y a la caméra, il y avait également on a vu plusieurs journalistes sur place, vu qu'on était présents hier, donc mercredi, premier jour d'ouverture du salon. Il faut savoir que le salon du chocolat, en général, c'est toujours autour du week-end, le dernier week-end d'octobre, et il y a toujours la soirée d'inauguration avec le fameux défilé des robes en chocolat. Et après, le premier jour, c'est un peu plus calme et c'est sûr qu'il y a plus d'affluence lors du week-end. Donc, on a ce chocolatier voilà, qui nous table du chocolat en direct par la méthode, vous l'avez tous reconnu, de tablage. Ensuite, on a rencontré Vincent Ferniaud. Alors, Vincent Ferniaud, c'est un cuisinier, journaliste, et c'est également le présentateur depuis que je me souviens, depuis des années, le présentateur en fait de la Coupe du monde de pâtisserie, et qui là en fait a eu un rêve un peu fou. Et là, on l'a écouté, on est resté longtemps sur son stand et c'était vraiment très intéressant l'histoire qu'il nous avait racontée. C'est un amoureux du café qui depuis qu'il est tout petit adore déguster le café. Ses frères préféraient le chocolat et lui préférait le café. Il adorait ça. Et il a demandé en fait à un grand chef pâtissier s'il était possible de réaliser son rêve, c'est-à-dire créer en fait comme un chocolat, mais avec du café. Donc un chocolat avec zéro chocolat dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout un procédé où il broie, il torréfie comme ses fèves de cacao, mais ses grains de café, auxquels ils ajoutent en fait du beurre de cacao. On peut voir sa vitrine, du beurre de cacao qui nous donne en fait la texture. On a presque l'impression que c'est du chocolat, mais en fait c'est la texture fondante en bouche du chocolat. Mais non, il n'y a pas de cacao. En fait, il y a uniquement la matière grasse naturelle du cacao, donc le beurre de cacao. Et c'est incroyable avec
avec Bryan, on était époustouflés par cette, découverte. Vincent Ferniaud, c'est vraiment un sacré personnage et la rencontre était incroyable. On a adoré, échanger avec lui et donc Vincent f le chef, Pralus, je ne sais plus son prénom, a vraiment créé, a réalisé son rêve et il a pu commercialiser. Donc, là, pour l'instant, en fait, c'est un enfin, on peut pas dire que c'est un chocolat, en fait. Son café, où on doit réaliser une courbe, hein, pour le travailler, donc c'est vraiment, excellent comme produit et j'adore, moi, ces nouvelles, innovations, de produits incroyables. Il y a des grands chefs pâtissiers parisiens qui travaillent, avec, ce café à cristalliser, en fait, donc c'est ça qui est incroyable, pour vraiment mettre en avant le goût du café dans les pâtisseries, que ça soit pour aromatiser, pour réaliser, apparemment, il y a Julien Alvarez qui est, le chef pâtissier de La Durée, qui a fait un éclair, au café et qui, en fait, au lieu de mettre une pellicule de chocolat au café, a cristallisé, en fait, ce café dessus pour vraiment avoir l'intensité. On a l'intensité du café, c'est bluffant. Alors on a vu également, d'autres chocolatiers qu'on peut voir en fait, sur cette vidéo. Je ne me souviens plus de qui c'était, mais on en a vu tellement, on a vu plein de choses. Donc on voit vraiment là, on est sur des beaux produits haut de gamme. Donc il faut vraiment faire le tri, hein, quand on est, au salon du chocolat, c'est ce qu'on conseille. Et donc vu qu'on est au salon du chocolat et de la pâtisserie, donc là on peut voir, de la confiserie, le fameux nounours. Alors des nounours, on en a vu, hein. On en a vu, vraiment, on a vu que c'était un produit qui plaisait. Là on voit de la viennoiserie et on a vu vraiment plein de pâtissiers confiseurs, chocolatiers qui ont retravaillé le nounours. Voilà et on peut voir les pâtisseries. Ah bah, c'était Laurent Duchesne. Donc on a vu les pâtis c'est là, c'était le stand de Laurent Duchesne. C'était très beau aussi ce qu'il nous a présenté. Là, on peut voir ses pâtisseries, donc il y avait tous les chocolats et tout, donc très grand pâtissier, Laurent Duchesne. Là, on avait des cookies véganes, voilà et ensuite, on a vu alors une artiste un peu, atypique. J'avais déjà vu ça, lors de voyages et j'avais entendu parler de ça. Donc en fait, cette femme, travaille du sucre comme, nous enfin comme j'ai déjà travaillé du sucre d'art, sauf qu'en fait, elle le maintient dans cette petite boîte à température et elle crée des sucettes, des lollipops qui sont en fait des sculptures en sucre. On pourra voir après les photos. Là, on voit façonner. En fait, il y a une dame qui lui a demandé de réaliser un sapin en sucre. Donc, en fait, là, elle a sa boule de sucre neutre et elle ajoute ses colorants et elle va le façonner autour d'un petit bâton de bois. Euh, donc là, on la voit en fait mettre ses colorants. Là, elle va satiner son sucre, donc le rendre brillant. Ça le rendre brillant et légèrement opaque, donc c'est ce qu'elle veut obtenir. Elle le façonne. Et là, elle va le mettre autour de son petit bâtonnet. Et là, à l'aide un petit couteau, enfin une petite pince, elle va venir là le façonner, l'allonger pour donner la forme. Et après, elle va retravailler pour faire les feuillages du sapin. Voilà, elle coupe pour faire des petits pics. Donc là, elle faisait ça en direct. Donc ça, c'est une technique qui est beaucoup utilisée en Asie. Ils font même des sucettes avec du caramel. Ils ont un savoir-faire. Et là, elle a repris le savoir-faire japonais pour travailler ce sucre. Donc là, on est sur de la sucette qui peut aller je crois que c'était de 9 à 13 €. Mais forcément, là, c'est vraiment au-delà d'une confiserie, qu'est-ce que c'est juste comestible, c'est de l'art en fait. Elle est en train
de façonner et de créer. Chaque sucette est unique et c'est vraiment fait à la main. Là, on la voit lui donner la forme au sapin. Avec sa petite pince, en fait, elle fait les pics. J'ai pas beaucoup de questions. Peut-être que je parle beaucoup. Mais j'ai vraiment envie de vous raconter tout ce qui s'est passé. Mais n'hésitez pas, on est là pour échanger. Est-ce que, bah, là, dites-moi en commentaire si, par exemple, il y a un salon du chocolat, il y a un salon du chocolat près de chez vous. Est-ce que vous allez y aller? Parce que je sais, par exemple, là, celui de Vannes, il sera au mois de novembre, début novembre. Vous avez, en fait, c'est en général sur cette période-là, mais ça m'intéresse de savoir si vous avez des salons du chocolat près de chez vous et si oui, vous avez envie d'y aller, si oui, vous allez y aller, je serais très curieuse de savoir ça. Autrement, n'hésitez pas à regarder les salons, que ce soit de la pâtisserie, du chocolat autour de chez vous. Donc là, on peut voir sur la photo les réalisations qu'elle a déjà faites. Donc c'est très japonisant, c'était très joli, hein. Voilà, on voit les réalisations là aussi qu'elle a mis en avant. Parce qu'après, elle doit les passer au chalumeau ou elle doit mettre un vernis pour que ça puisse briller. Voilà. Ensuite, on a rencontré Fernando, le fameux Patty's Coach, qui a beaucoup de followers et qui est très suivi. Alors, on a échangé avec lui, il est très, 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 très gentil. Ah, on a Franck qui dit: «Je suis à Paris, j'étais hier au salon à la porte de Versailles». Mais on aurait pu se rencontrer, Franck! C'est dommage, on y était hier. Donc, et est-ce que vous avez apprécié le salon? Est-ce que vous avez été déçus? Est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, de ce salon du chocolat à Paris, hier? Il y avait pas beaucoup de monde le matin, il y avait un peu plus de monde l'après-midi. Je rebondis sur Patty Scotch, du coup, rencontre très enrichissante. En fait, Patty Scotch a fait une démonstration sur des cookies véganes pour des enfants et il y avait également la maison des maternelles qui est une émission sur France 5 qui était présente. Donc c'était super intéressant. Vraiment, la télé était là et donc on l'a vu réaliser en direct, ces cookies véganes. Donc Franck a apprécié la visite, superbe visite, top. Est-ce que c'était la première fois, Franck? Première fois, d'accord. Donc on peut voir Fernando réaliser ses cookies. C'était en tout cas très intéressant. Et puis c'est super ludique. Il y a un atelier pour les enfants au rez-de-chaussée également. Franck nous dit une richesse de saveurs et d'ingéniosité. Je ne sais pas si sur Facebook il y a des questions ou s'il y a du monde. Et ensuite, nous avons vu, on a été du côté des professionnels, donc ça, tout le monde n'avait pas accès, il fallait avoir un badge spécifique. Et on a pu voir, alors moi je connais ça depuis quelques années, mais c'est vrai que ça me semble pertinent de vous montrer ce genre de machine qui en fait révolutionne
révolutionne un peu le monde de la pâtisserie et de la chocolaterie, hein. Là, vous voyez, en fait, une machine qui est une, water cut, ou chef cut et là, c'est la water jet. En fait, il y a pas beaucoup de 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 fabricants de ce genre de machine qui vous découpe tout, en fait, à une précision laser, mais c'est avec un jet d'eau. Un jet d'eau qui est tellement à une puissance de plus de 300 bars, il me semble. Tellement puissant qu'il ne met pas d'humidité, sur le chocolat, par exemple. Ça découpe les entremets à la forme que vous désirez. C'est assez incroyable. Moi, je connais le produit déjà depuis un petit moment, mais c'est vrai que c'était assez intéressant et je suis contente de pouvoir vous montrer ça. Parce que ouais, c'est vrai que moi, ça me semblait pas, forcément pertinent quand on est dans le métier, mais là, ça a été vraiment un véritable début d'une nouvelle ère dans la pâtisserie parce que tous les décors chocolat que vous voyez, des grands chocolatiers avec une précision, sans faille, c'est au début, on c'était réalisé avec des scalpels et maintenant, en fait, cette machine découpe tout. Donc on a pu voir donc, la Waterjet qui est, un fabricant italien nouveau sur le marché. Sinon le fabricant historique, c'est, la Watercut qui est d'origine espagnole, ça vient d'Espagne. Là, on peut voir aussi toutes les formes découpées. Donc là, c'est sympa de voir en direct sur du chocolat, mais sinon ils peuvent en fait découper n'importe quoi. Heu, tous les ça permet en fait une rationalisation parce qu'en fait vous réalisez vos entremets en cadre et ça permet de découper en fait, les entremets de la forme, que l'on désire. Également pour tout ce qui est chocolaterie, on le voit maintenant pour Noël, pour Pâques, pour Noël, pour Pâques, même pour Halloween, en fait, où ils découpent, les pralinées, les ganaches qui partent directement dans l'enrobeuse avec une forme, spécifique et avec le petit décor en chocolat qui va bien. Là, c'est vraiment à la mode, ce genre de choses. Alors, parce que je vais faire l'avocat du diable, pas couper le son sur cette vidéo. Donc là, vous voyez une machine également. En fait, c'est assez impressionnant aussi. C'est très joli de voir tourbillonner cette machine. Donc, c'est une machine où on injecte le chocolat et le fait de réaliser cette rotation, la rotation que vous voyez, va permettre de couler et de mettre une couche de chocolat homogène sur tout le moule. Le fait de réaliser une rotation, en fait, ça va éviter que le moule, qu'une épaisseur de chocolat stagne à un endroit et ça permet vraiment, quelque chose d'homogène. Je vais juste revenir sur ma water cut après, où on a vu donc la water cut où, donc ce genre de machine, c'est très révolutionnaire, mais j'aimerais vous donner mon point de vue par rapport à ça. C'est que c'est très bien, ça permet en fait de réaliser tout ce qu'on veut et la seule limite, c'est la créativité et l'imagination. Donc en fait, il y a du coup pas de limite parce qu'on rentre en fait son dessin dans le processeur, même quelque chose qu'on a dessiné à la main et ça nous permet d'avoir, voilà, pas de limite. Mais derrière ça, je trouve que ça enlève un petit peu une partie du savoir-faire, artisanal parce que, maintenant tout est fait à la water cut, que ça soit pour des concours ou même si vous voyez un artisan, c'est ça, il y a le côté artisanal, oui et non, parce que, des fois ça peut être un dessin réalisé à la main, mais pas que. Vous pouvez prendre, quelque chose sur internet, mettre la forme sur le logiciel et hop. Donc ce qui est génial, c'est que ça fait gagner du temps sur la découpe et ça permet de rationaliser avec tout ce qui est découpe des cadres. Pour le chocolat, ça permet d'avoir une précision, mais vous voyez la précision de cette abeille, c'est quand même bluffant, la finesse et tout ça. Mais derrière tout ça, on le voit et maintenant remarquez quand vous allez, si jamais vous allez voir des chocolatiers, des pâtissiers et que vous voyez des décors d'une précision, bah, c'est fait à la water cut. Donc si vous connaissez pas cette machine, je vous la présente et donc elle a ses avantages et ses inconvénients. C'est un peu comme les PAI en pâtisserie ou en chocolaterie, hein, il y a des avantages et des inconvénients. Donc ça me tenait à cœur quand même de vous donner, mon point de vue. Donc on a aussi la machine. On a vu également, mais on n'a pas de photos, des tempéreuses, des petites conches, qui permettent, bah, dans l'esprit du bean to bar de réaliser soi-même ses chocolats ou alors ses pralinés parce que ça va nous moudre et nous réaliser, des choses d'une finesse, incroyable.
Et pour finir notre diaporama, des petites, de ce salon du chocolat, on a décidé quand même, on s'est fait plaisir un petit peu. On a acheté, une petite pâtisserie, de Laurent Duchesne. On a fait notre petite sélection tout au long du concours et on a choisi le roulé noisette yuzu, qui est un peu dans l'esprit d'un moi j'aime beaucoup la pâtisserie japonaise et là je retrouvais en fait ce côté, biscuit japonais. Les Japonais, il faut savoir qu'ils ont un savoir-faire ancestral sur la réalisation des biscuits. Ils les réalisent on a beaucoup à apprendre de cette culture autour du biscuit parce qu'ils vous font des biscuits très, très épais, mais d'un moelleux et d'une légèreté, c'est incroyable. Donc en fait, ils vous font des biscuits ultra légers et donc il y a beaucoup de pâtissiers français qui s'inspirent de cette culture japonaise. Il y avait pas mal de stands japonais également au salon du chocolat. Donc ce biscuit roulé, donc il y avait, c'était noisette et yuzu. Donc on avait une petite ganache chocolat au lait qui donnait un côté, un fondant en bouche, du praliné noisette et il y avait un petit confit yuzu et il y avait comme une ganache montée ou une mousseline, je sais pas trop ce que c'était, à la noisette et ce petit, crémeux chocolat qui donnait une intensité, c'était assez incroyable en dégustation, donc on a adoré. C'était, très intéressant. Donc, moi j'ai fait le tour de de ma petite, visite. Si toutefois vous avez des questions autour de ce salon du chocolat, n'hésitez pas, on vous écoute et on est là pour vous lire. Alors je sais pas si on a bien fait la pub pour ce live, c'est vrai qu'il y a eu le on peut revenir aussi sur le tournage de la semaine dernière. On vous montre un petit peu sur les réseaux sociaux, hem, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a réalisé. On a fait un petit montage de compilation de toutes les nouvelles recettes, que ça soit pour la certification de pâtisserie et pour le nouveau CAP chocolatier. Faut savoir qu'il y a plein de choses qui ont changé aussi, enfin, il y a quand même moins de choses pour le CAP chocolatier, mais il y a des nouveautés dans le CAP chocolatier qu'on a réalisé. Donc c'était très intéressant. Et le live de la semaine dernière a été quand même assez écourté. C'est vrai que c'était assez intense, mais vraiment pour vous offrir en fait le meilleur contenu possible et les meilleurs cours. C'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail et ça nous tenait à cœur de vous montrer les coulisses de ce tournage. Mais c'est vrai que bon, le live a été un peu court et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire et vous allez les découvrir, tout au long, des photos, que ça soit sur, les réseaux sociaux. Évidemment, les recettes en exclusivité sur la plateforme de l'EISF et donc même si vous avez des questions par rapport à ça, il me semble qu'on avait des questions, on n'avait pas eu le temps d'y répondre la semaine dernière, Mmh. Il y a Fernando qui nous remercie pour le partage. Merci, Fernando, d'avoir partagé aussi, ce moment avec nous. C'était, je tenais à te remercier pour l'échange qu'on a eu, hein. Moi, j'adore échanger avec, les confrères, pâtissiers. C'est toujours un plaisir. J'ai une question de Franck qui dit: «Le salon à Paris, c'est une fois par an uniquement, je suppose?» Oui. Alors, le salon du chocolat, c'est une fois par an, donc toujours à peu près la même période. Et il y a des éditions où vous avez the événement, World Chocolate Master, qui est la coupe du monde des chocolatiers. Et là, mais si vous avez l'occasion d'aller en fait au salon du chocolat quand il y a des concours, c'est incroyable parce que plus il y a de concours, c'est ce qui fait vivre, les salons. C'est-à-dire que les consommateurs, les personnes qui viennent en fait au salon du chocolat pour acheter du chocolat comme ça et du chocolat, directement du producteur, c'est très intéressant. Mais pour nous les professionnels, ce qu'il y a d'intéressant
dans ce salon de chocolat, c'est quand il y a des concours. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur, d'autres salons, par exemple, d'autres salons ou d'autres foires comme, Romorantin. Je ne sais pas si vous connaissez les journées gastronomiques de Sologne à Romorantin, où il y a des concours souvent de sucre, de chocolat, des concours de viennoiserie, de pâtisserie. Et si vous voulez vous lancer, vous aussi, pourquoi pas, après l'obtention de votre examen, de vous lancer dans un concours avec grand plaisir. Et au contraire, c'est génial de faire ça. Donc le salon, à Paris, le salon du chocolat, c'est qu'une fois par an, mais il y en a plein d'autres. Il y en aura un, par exemple, qui est un des plus gros salons qui est attendu, uniquement réservé aux professionnels, c'est le fameux Sierra à Lyon, qui lui a lieu tous les 2 ans. Il y a également, lors de ce salon, le fameux Bocuse d'or, qui est un énorme, concours international, la coupe du monde de la cuisine, en fait. Et vous avez également un événement incroyable qui est, que j'affectionne tout particulièrement, c'est la coupe du monde de la pâtisserie. Coupe du monde où en général vous avez, ça dépend des années, mais vous pouvez avoir jusqu'à 22 nations qui concourent pour ce titre, tant, tant convoité. Et c'est en général des pâtissiers qui sont, c'est des équipes, de 3 pâtissiers. On a un sucrier, un glacier et un chocolatier qui vont devoir réaliser, en fait, des desserts, sur, en général, je crois que c'est 10 heures l'épreuve, donc très intéressant. Vous avez le CIGEP aussi à Rimini en Italie. Donc il y en a vraiment partout, que ça soit, les concours, les salons internationaux, que vous avez également les salons régionaux. Donc là, c'est vraiment intéressant. Renseignez-vous autour de vous et c'est vraiment un métier où on a besoin d'être curieux, où on a besoin d'apprendre, de découvrir. Donc n'hésitez pas aussi, pour moi, ça complète le travail du pâtissier, du chocolatier, c'est d'aller sur ce genre d'événement, de concours. Donc je vous encourage vivement à vous intéresser à ça. Ensuite, je voulais vous parler d'une chose. Aujourd'hui, vous savez que ça soit les chocolatiers, les pâtissiers, vivent en fonction des événements. Et aujourd'hui, quel événement, un événement particulier qui est de plus en plus, enfin, plus en plus, de moins en moins fêté aujourd'hui, c'est Halloween. Alors, happy Halloween à tous, déjà. Et je voulais vous parler de cet événement qui, selon moi, en fait, tout ce qui est quête des bonbons, c'est vrai que ça se fait de moins en moins, enfin, c'est mon avis. Mais quand on est pâtissier chocolatier, il est important que ce soit sur les réseaux ou alors dans sa boutique, toujours d'avoir l'opportunité, dès qu'il y a une occasion comme ça, d'un événement en particulier, de le mettre en avant pour valoriser plus tard votre boutique. Si demain vous vous mettez à votre compte, il est très important, de ne pas négliger ce genre de choses. Donc là, moi, je vois sur les réseaux sociaux, tous les pâtissiers qui se mettent à faire, j'ai vu des flans avec des têtes de citrouille, on a vu plein de choses autour d'Halloween, beaucoup d'ailleurs en chocolaterie. Vous pouvez faire, des chocolats en forme de citrouille, de sorcière, des sablés en forme de chauve-souris. Et là, tout ce genre d'événement va vous donner, de la vente additionnelle dans votre boutique si demain vous installez. Donc il ne faut jamais négliger, les fêtes, même si elles c'est vrai qu'Halloween, on le fait de moins en moins, mais je pense que demain, vous jouez pas le jeu comme le 1er mai. C'est vrai que souvent, si vous vendez des petits pralinés chocolat avec des petits muguets, si vous faites ça, ça vous fait, pareil une plus-value. Donc n'hésitez pas à utiliser les événements, comme, je sais pas moi, la journée internationale, du chocolat ou la journée internationale de la femme pour mettre en avant, aller, au-delà, vraiment faites parler votre créativité pour prendre, pour rattraper en fait ces petites idées et exploiter en fait. Il faut exploiter. Alors
Est-ce vrai, quel que soit le niveau de gamme des chocolats? De faire des chocolats sur la thématique d'Halloween? Pour moi, oui, tout niveau, hein, parce que quand vous voyez là, moi, je vous parle, en fait, des grands chocolatiers. Là, j'ai plus de nom en tête, au salon du chocolat, on avait vu, Vincent Guerlet. Vincent Guerlet, là, vous le voyez, il a fait un petit cercueil en chocolat. On est sur de la pâtisserie haut de gamme. Moi, je vous parle, en plus, je parle pour vraiment les petits chocolatiers, mais pour la pâtisserie, la chocolaterie haut de gamme, c'est très important, oui, de prendre n'importe quel événement pour vendre plus, en fait. Ça, c'est le côté marketing, le côté, business, c'est-à-dire que quand vous apprenez à réaliser des chocolats, mais si demain vous voulez être chocolatier et avoir votre propre boutique, il est très important, il est très important de valoriser ses produits et de les mettre en avant, et c'est ça, en fait, être un bon chef d'entreprise. C'est-à-dire que nous, en fait, avec le CAP, que ça soit chocolatier, pâtissier, on vous apprend le métier. Mais derrière, en fait, et là, nous, on peut vous accompagner aussi, mais il faut savoir, faire la part. Un bon chocolatier ne va pas faire forcément un bon chef d'entreprise. Donc, on ne cible donc pas la clientèle. Alors, j'ai peut-être pas compris la question. Bah si, on cible la clientèle justement sur l'événement. Parce que quelqu'un qui va venir chercher du chocolat, mais que vous avez fait un petit, je sais pas, une petite thématique sur Halloween, bah la personne elle dit: «Bah tiens, j'ai mon petit-neveu ou j'ai mon fils, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Ah ça va être cool». Enfin, je sais que moi, en ayant eu ma boutique, quand on était sur des thématiques, ils venaient pas forcément, acheter pour la thématique, surtout Halloween. Halloween, on vient pas acheter un petit chocolat d'Halloween. Mais si vous mettez en vitrine des produits, que l'on voit, en fait, voilà, sur la thématique d'Halloween, ça vous fait de la vente additionnelle, parce qu'à la base, les gens n'étaient pas forcément venus pour acheter, quelque chose sur la thématique d'Halloween, mais ça fait de la vente additionnelle. Ou alors ils viennent exprès si, tous les ans vous faites, je sais pas moi, une petite citrouille et vous avez un produit atypique. Un chocolat avec, je sais pas moi justement, ou un carrot cake, sur la thématique d'Halloween, et votre carrot cake il est exceptionnel, et vous vous amusez à générer ce qu'on appelle, de la frustration chez vos clients. C'est-à-dire que, en gros, on les habitue à un produit, ils adorent, et là, en fait, on leur, comme les bûches, en fait, c'est l'événement attendu de l'année. Si vous avez ce fameux, je vous lance une idée, parce que moi, c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées comme ça, mais c'est un exemple. Voilà, ce carrot cake qui est en forme de citrouille et qui est incroyable. Bah, vous allez le sortir pendant une semaine, là, autour d'Halloween, et il y a des gens qui vont vous demander quand est-ce que vous le refaites, votre cake, votre carotte cake, la citrouille, bah là, c'est que pour Halloween. Et après, même les gens, s'ils ont adoré, le bouche à oreille va faire parler. L'année d'après, ils vont attendre que ça, ce carotte cake en forme de citrouille. Et ils vont même le précommander. Ah, t'as vu, chez ce chocolatier-là ou chez ce pâtissier-là, il y a ce produit-là. En fait, c'est vraiment sa signature. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se développe, et qu'on permet, en fait, d'avoir une clientèle, et qui est fidèle. Et en plus, ça nous permet de se démarquer, ça nous permet de se démarquer par rapport à la clientèle. Moi, par exemple, bon, excusez-moi de parler de moi, mais c'est vrai que c'est un bon exemple. Mon pain d'épices j'avais vraiment un très bon pain d'épices, et les clients venaient exprès pour ça. Donc ce pain d'épices, moi, je le faisais je sais pas, de novembre. Est-ce que j'ai un petit souci? Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que Franck, vous m'entendez? Est-ce que je ne parle pas dans le vide? Ah oui, Franck m'entend, donc je continue. Du coup, mon pain d'épices. Le pain d'épices, du coup, voilà, je le faisais du mois de novembre à, début février, fin janvier, voilà. Et du coup, soit les personnes faisaient leur stock, soit, du coup, parce que ça correspondait à l'hiver. J'avais pas envie de faire de pain d'épices en été, mais on me le réclamait. Comme les bûches, après, on me les commandait de plus en plus tôt. Donc, en fait, là, du coup, je dérive un petit peu sur le management,
Mais c'est vrai que c'est important aussi, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire on a le côté, savoir-faire, mais après à vous, en fait, de tirer votre épingle du jeu, de vous démarquer et c'est là, en fait, en maîtrisant les bases de la chocolaterie, de la pâtisserie, après de vous approprier les choses, de créer, en fait, vos desserts signature, par exemple. Donc voilà pour, le petit ma petite parenthèse, ma petite parenthèse autour d'Halloween et ensuite donc si vous avez d'autres questions et puis après, j'ai l'impression qu'il y a que Franck qui est là et donc en tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir d'aller au salon du chocolat. Franck me fait rire. C'est déjà beaucoup. Ben Franck, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est vrai que donc là, oui, c'est bien d'avoir, Franck démarre la formation en chocolaterie donc c'est un bon exemple parce qu'il a été, bah, au salon, il s'intéresse donc vraiment si vous avez l'occasion de voir ce genre d'événement, il y a pas de limite, hein, moi je vois plein de personnes, vu que je demande, en fait, un petit peu votre parcours, j'aime bien lire vos histoires quand vous êtes nouveau à l'EISF. Ce que j'aime, en fait, c'est ouais, souvent vous êtes passionné et vous avez voulu faire de cette passion votre métier et ça, c'est vraiment, très admirable. Donc vous avez commencé cette nouvelle aventure, cette nouvelle vie et vous avez beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'espoir dans cette nouvelle vie. Vraiment, allez-y à fond. Allez-y à fond et vraiment, il y a pas de limite, à que ça soit en stage, à poser des questions et on l'a déjà dit, que ce soit en stage, de demander, de voir. Donc oui, effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais pas que, quoi. N'hésitez pas également à aller dans des chocolateries, à goûter, à voir, ce qui se fait dans le coin et puis même quand vous partez en week-end, par exemple. Vous partez en week-end, n'hésitez pas à, moi, j'adore faire ça, par exemple. N'hésitez pas à voir ce qui se passe autour. Je sais pas, moi, j'avais été à Deauville, j'ai été voir s'il y avait des MOF ou autres. Donc, il y a, il y a vraiment pas de limite. Des MOF, des MOF. Bah oui, il faut aller voir les MOF, évidemment. Surtout les MOF, en priorité les MOF. C'est-à-dire, ah, des MOF. Ah là, ah Franck, vous voulez que je vous explique ce que c'est que les MOF? C'est quoi, pardon? Bah, apprenez bien ce mot parce que, alors, les MOF, ce sont, des demi-dieux. Non, je rigole. En fait, les MOF, c'est le saint graal, hein. C'est-à-dire que ça veut dire meilleur ouvrier de France. Il y a plein de corps de métier, donc on peut être meilleur ouvrier de France chocolatier, meilleur ouvrier de France pâtissier, meilleur ouvrier de France glacier, meilleur ouvrier de France fleuriste, coiffure. En fait, c'est le diplôme ultime du métier de l'artisanat. Je crois qu'il y a sommelier, il y a vraiment il y a pas de c'est tous les métiers de l'artisanat. Vous Même si ça vous intéresse, Franck, vous pouvez voir, ça s'appelle le COETMOF, COETMOF, vous tapez ça sur internet et en fait, c'est la confédération des meilleurs ouvriers de France. Les meilleurs ouvriers de France, c'est un diplôme reconnu par l'État, c'est-à-dire que vous avez le CAP, le BTM, les mentions, les BM, non BTM, et en fait le niveau le plus haut, c'est le meilleur ouvrier de France. C'est les fameux cols bleu, blanc, rouge que vous pouvez voir sur certains artisans. Moi, le col que j'ai, par exemple, c'est les drapeaux, donc c'est champion du monde, c'est un concours, c'est une compétition. Les meilleurs ouvriers de France, c'est vraiment un diplôme reconnu par l'État. Donc, par exemple, les derniers MOF pâtissiers, il y en a eu 2 qui ont été retenus. Donc, c'est une note. Vous avez une note et si vous avez la moyenne, vous êtes meilleur ouvrier de France. Il peut y avoir des éditions, c'est tous les 4 ans.
Donc c'est pour ça que ça fait, de ce concours quelque chose d'assez exceptionnel. C'est tous les 4 ans et si en fait il y a pas de retenue, il est arrivé que pour, le plus dur, c'est les muffs, chocolatiers. C'est arrivé une année, hein, que dans les muffs chocolatiers, il y ait pas de muffs chocolatiers. Personne n'avait obtenu la moyenne. Donc ça prouve en fait la difficulté et le privilège d'avoir ce col. Et j'en profite aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux pour vous annoncer, tant qu'on est dans la thématique du chocolat, que je vais, au Mexique avec, donc vivre une superbe aventure. Et je vais aller au Mexique sur les traces du berceau du cacao avec en collaboration avec Belcolade et c'est incroyable parce que, voilà, le chocolat, en fait, est originaire du Mexique, tout comme la vanille d'ailleurs et donc on va pouvoir visiter, des cultures de cacaoyers. On va voir vraiment, toutes les étapes de fabrication de la fève à la tablette et je suis vraiment ravie. Je pars samedi, donc je vous emmène avec moi. On fera des vidéos, ça va être, incroyable comme aventure. On va être avec 12 chefs pâtissiers prestigieux. Il y a des champions du monde, il y a des MOF, donc meilleurs ouvriers de France, des grands pâtissiers, il y a le pâtissier de la maison Pic, par exemple, voilà, champion du monde, meilleur ouvrier de France. On part samedi pour une semaine au Mexique et ça va être incroyable. Donc, je suis ravie de vous emmener avec moi pour vivre cette expérience. Là, je vais faire, par exemple, j'ai publié comme quoi on allait au salon du chocolat et je vais faire une petite vidéo quand même résumée, de tout ce qu'on a filmé. C'était, important pour nous. Pareil, le live, il sera en retranscription, donc avec toutes les explications, que vous avez pu voir et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va pouvoir clôturer ce live qui était, alors au salon, une Péruvienne m'a dit que l'origine du chocolat est au Pérou. Ce sont les conquistadors qui auraient importé le chocolat au Mexique en Europe. Ah! Alors moi, j'ai toujours entendu parler que c'était au Mexique que les conquistadors justement, que les conquistadors, pour moi, ils ont importé le chocolat qui était sous forme de boisson très amère, comme un peu maintenant le café et qui a été importé en Europe. Ça a été importé en Espagne en premier. Le 1er pays, à importer du chocolat, mais après je ne sais pas, faudrait c'est très intéressant. Je vais le noter dans un coin de ma tête, mais pour moi, vraiment le berceau du cacao, hein, c'est les Mayas qui l'ont inventé. Donc c'était au Mexique. Après, bon, ce qu'elle vous a dit, moi j'ai toujours entendu que c'était, les Mayas. On va pas tout remettre en question, mais pourquoi pas? Je vais me renseigner pour vous, Franck. Je mène l'enquête. OK, en tout cas, c'était super. Moi, je suis contente, d'avoir partagé, ce moment avec vous. On est très contents, vraiment. Le salon du chocolat, c'est sûr que moi, j'aime bien y aller, surtout quand il y a des concours. Mais là, vraiment, on y a été avec Brian pour, bah, vraiment pour vous, en fait, pour vous ramener ces images, pour vous ramener, notre vision des choses, par rapport à ce salon. N'hésitez pas, hein, je vous ai dit, c'est jusqu'au 3 novembre. Donc si vous voulez y aller sur Paris, allez-y et même, dans d'autres régions, comme je vous ai dit, là, moi, je connais, bah, Vannes, vu que c'est pas très loin de chez moi, que ça sera, début novembre, ça va être génial. En plus, Vannes, ça va être la thématique, ça va être, la fête. Ça va être exceptionnel parce que normalement, c'est 3 jours de salon et là, ça va être 4 jours. Donc ce genre d'événement, hein, si c'est près de chez vous, hein, que ça soit, comme je vous ai dit, des journées gastronomiques, des foires, parce que voilà, il y a les journées gastronomiques de Sologne, il y a aussi la foire aux haricots à Arpajon, pareil. Il y a les premiers concours, en général, on les fait là-bas. Donc n'hésitez pas à vous intéresser aux événements qu'il y a autour de chez vous à propos de tout ce qui est de la gastronomie, hein. Même si c'est pas en rapport avec le chocolat ou la pâtisserie, c'est toujours intéressant d'aller à ce genre de salon, le salon des saveurs. Moi, j'avais déjà été, enfin bref, il y a pas de limite. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée d'Halloween, un excellent, week-end parce que,
Demain, nous sommes, le 1er novembre. On se retrouve très vite, via les réseaux sociaux, pour être tenu informé de mon voyage que je vais partager avec vous et avec plaisir et voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée et à très vite, pour notre temps d'un échange. Au revoir.